L'histoire du 1er mai puise ses racines dans l'Antiquité romaine. À l'époque, on est loin des revendications sociales. On célèbre plutôt le printemps et les fleurs, le renouveau de la nature, les pulsions de vie. D'ailleurs, entre le 23 avril et le 3 mai, il y a les Jeux floraux en l'honneur de la déesse Flore. Cette divinité a un culte à Rome parce que dans la mythologie, elle aurait aidé Junon à mettre au monde le dieu Mars par l'attouchement magique d'une fleur. La naissance de Mars, c'est l'immaculée conception de Junon, un engendrement sans homme, le fantasme absolu de la pureté sexuelle mais féconde dans les peuples antiques. Pour remercier la déesse, Mars, le père de Romulus, le fondateur de Rome, lui offre une place de choix dans la cité. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne pour les Romains de l'Empire ? Eh bien, ça donne plusieurs jours de fête pendant lesquels les prostituées vont faire des striptease dans les théâtres. Ah non, je ne vous laisserai pas colporter des clichés. Les Romains étaient dépravés, ils faisaient des orgies, tout ça. Non, c'est une fête symbolique. Imaginez la scène. Vous êtes à Rome, au 1er siècle de notre ère. C'est le 1er mai. Il fait beau, vous êtes au théâtre, l'ambiance est joyeuse. Aujourd'hui, on ne jouera pas une comédie de Plaute ou une tragédie grecque. Les courtisanes les plus courues de la ville défilent désormais sur scène. Elles sont très jeunes, à peine sorties de l'adolescence, très belles aussi. Sous le soleil du printemps, elles enlèvent leurs manteaux, leurs tuniques, leurs brassières, elles défont leurs chignons et laissent flotter librement leurs longs cheveux parsemés de fleurs fraîches. Comme les autres spectateurs du théâtre, hommes et femmes, vous applaudissez, vous acclamez, vous êtes émoustillés. Mais quelque chose vous gêne, vous et les autres spectateurs. Ce n'est pas la nudité des filles sur scène, la gêne vient du public, de cet homme à mine grave qui ne partage pas la liesse des autres. Il est habillé d'une modeste toge, sans tunique en dessous, et on dirait qu'il s'apprête à gronder tout le monde. C'est le sénateur Caton d'Utique, l'incarnation du stoïcisme, du contrôle de soi, de la mesure. Non, vraiment, sa mine austère n'a rien à faire dans le théâtre aujourd'hui. Il plombe le bonheur des autres. Le spectacle s'arrête un instant et on prie Caton de quitter les lieux. Le vieux sénateur s'exécute, après tout, il a passé l'âge. La fête reprend. La nudité des belles courtisanes stimule les forces vives des hommes. En se déshabillant dans les théâtres, les prostituées encouragent les Romains à coucher avec leurs femmes pour avoir des enfants. Oui, d'accord, la finalité nataliste de cette fête a bon dos. Dans les faits, c'est une fête propice à tous les débordements. Et de son côté, le chrétien Tertullien, l'un des pères de l'Église du IIe siècle de notre ère, est choqué par ce qu'il perçoit comme une débauche païenne. Mais il n'a pas les codes du monde romain. La prostituée, c'est fait pour exciter, l'épouse pour procréer. Donc vous l'aurez compris, les jeux floraux disparaissent avec le christianisme, mais le printemps, ça reste la saison des fleurs. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Fête galante et combat social, les étonnantes origines du 1er mai. On fait un grand bond dans le temps pour avoir la suite de notre histoire. Nous voilà dans le royaume de France pendant la Renaissance. Charles IX, le fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, est au pouvoir. On est le 1er mai 1560 ou 1561, ça diffère un peu selon les sources. Le jeune roi et sa mère sont dans le Dauphiné chez le chevalier Louis de Girard de Maisonforte. Le domaine de ce dernier, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, est couvert de fleurs printanières dont des fleurs de muguet aux clochettes blanches. Le chevalier aurait donc offert du muguet de son jardin au roi en guise de porte-bonheur. Charles IX aurait trouvé l'idée charmante et il en fait tout de suite une tradition galante en offrant des brins de muguet aux dames de la cour. Et voilà comment naît la tradition d'offrir du muguet, une plante qui, au passage, est hyper toxique, mortelle même. Bref, on s'offre des fleurs, l'Ancien Régime passe, la Révolution française, la Révolution industrielle, arrive la naissance de la masse ouvrière qu'on appelle le prolétariat quand on est d'obédience marxiste. Et voilà comment on arrive à Chicago le 1er mai 1886. Des États-Unis à Paris, en passant par Londres, ce jour-là, tous les journaux annoncent une forte mobilisation ouvrière dans la ville des vents. Les travailleurs réclament la journée de 8 heures. Il y a des grèves partout, surtout dans le domaine du chemin de fer en pleine expansion avec la conquête de l'Ouest. Le lendemain, le 2 mai,
il y a une grande manifestation. La police intervient et disperse la foule, faisant des dizaines de blessés. Le militant socialiste et anarchiste August Spies est outré et il appelle à un rassemblement contre les violences policières 2 jours plus tard, le 4 mai, à Haymarket Square. Je vous le dis souvent au cœur de l'histoire, les leaders d'extrême gauche, mis à part Staline, mais ça, c'est une autre histoire, ne sont jamais des gens du petit peuple. Ce sont toujours des petits bourgeois et des intellectuels marginaux. Spies est l'un d'eux. Ce jeune Allemand est le protégé des riches employeurs de son père, un employé forestier. Grâce à eux, il entre à Polytechnique. Comme il est rebelle et qu'il n'a pas l'intention de faire carrière dans la gestion des forêts, il émigre aux États-Unis, devient commerçant, adhère à une association socialiste de défense des ouvriers et finit par prendre la tête du journal L'Arbeiterzeitung, dédié à la lutte ouvrière. Bref, Spies n'a rien d'un prolétaire. Il n'a jamais posé un rail au fin fond de l'Arizona par 40 degrés, mais il s'impose donc en leader dans les manifestations ouvrières de Chicago. À son invitation, comme je vous le disais, une nouvelle manifestation a lieu à Haymarket Square le 4 mai 1886. Au début de la manifestation, plusieurs têtes de file socialistes se succèdent à la tribune, dont August Spies lui-même. Pendant toute la journée, le rassemblement ne commet aucun débordement. Tout bascule à 22h. Il n'y a plus que quelques centaines de manifestants quand la police intervient avec une violence inouïe pour les disperser comme il l'avait fait 2 jours plus tôt. Mais cette fois, les leaders socialistes avaient prévu le coup. Ils hurlent « aux armes » et ils lancent 3 bombes artisanales sur les policiers. Les agents répondent en ouvrant le feu et après, c'est une scène de guérilla urbaine qui commence. Le bilan est lourd des 2 côtés. 21 policiers sont blessés et 3 tués au moment de l'explosion des bombes, puis 39 autres sont blessés pendant les échauffourées. Du côté des manifestants, les comptes sont moins certains, mais on pense qu'il y a 4 morts et une 50aine de blessés. Une enquête est immédiatement diligentée et les 8 leaders du 4 mai sont rapidement arrêtés. Parmi eux, il y a August Spies. Leur jugement a lieu le 21 juin suivant. 7 d'entre eux sont condamnés à mort, mais des magouilles assez opaques dans un Chicago corrompu permettent de commuer les peines de 4 d'entre eux en prison à vie. Ils seront tout de même libérés au bout de quelques années. Spies, quant à lui, est pendu le 11 novembre 1887. 3 ans après la manifestation sanglante de Haymarket Square, le congrès de la Seconde Internationale socialiste se réunit à Paris. Ces groupements socialistes qui dépassent les frontières réfléchissent à cette occasion à l'organisation de manifestations en faveur de la journée de 8 heures. En hommage à leurs camarades tombés à Chicago, ils décident de manifester le 1er mai suivant. Cette manifestation réunit énormément de monde et c'est ainsi qu'assez vite, à la fin du 19e siècle, le rassemblement du 1er mai devient, année après année, une tradition jusque dans la Russie des tsars. Mais cette fête va être l'occasion de nouveaux heurts après la chute de Nicolas II. Nous sommes à Moscou le 1er mai 1918. Le tsar Nicolas II a été contraint d'abdiquer il y a un peu plus d'1 an suite à la révolution bolchevique de 1917. Il est maintenant en résidence surveillée avec sa famille. Ses jours sont comptés, mais ce n'est pas le souci des camarades. Aujourd'hui, dans plusieurs villes de la Grande Russie, on manifeste, on proteste. Les bolcheviks ont pris l'habitude de faire des revendications sociales contre le pouvoir impérial oppresseur ce jour-là depuis les années 1890, quand l'Internationale socialiste a décidé de rendre hommage aux ouvriers de Chicago injustement massacrés. Mais cette année, la lutte est différente. Il n'y a plus de tsar et la révolution prolétarienne est en marche. Beaucoup de manifestants recouvrent des bâtiments liés à l'ancien monarque et aux institutions passées de pancartes et de tissus pour les cacher. Aujourd'hui, camarade, tu montreras ta loyauté au bolchevisme. Mais voilà, sans tsar, sans ennemi commun. Les soviets, ces groupes de pression ouvriers, recherchent leurs petits intérêts personnels. Fini la grande communion. La réalité, c'est qu'on est au bord de la guerre civile. Plusieurs soviets recommandent même de boycotter le 1er mai cette année. En retour, les bolcheviks, les révolutionnaires les plus radicaux attachés à la dictature du prolétariat, qualifient les socialistes de traîtres car ils ont une vision moins violente de la révolution qu'eux. Il faut donc les excommunier de la fête des prolétaires. Chaque critique est perçue par le nouveau régime comme une attaque contre la fête ouvrière elle-même.
Des manifestations alternatives sont organisées dans quelques grandes villes. Des meetings non autorisés s'improvisent. C'est l'armée rouge qui, avant la tombée de la nuit, arrête les factieux. En Russie, la nouvelle république socialiste qui se prépare est bien rouge, toujours rouge sang. Les années passent. La Seconde Guerre mondiale éclate en 1939. Le 1er juillet 1940 commence le régime de Vichy, un régime autoritaire à la tête duquel Philippe Pétain prône des valeurs traditionnelles, travail, famille, patrie. Tout ça, c'est bien joli. La réalité, c'est que la France a honteusement signé l'armistice avec l'Allemagne nazie et qu'elle est occupée. Pour faire oublier cet état de fait, Pétain cherche à être fédérateur et à séduire à gauche, notamment les ouvriers. Alors, pour leur plaire, il fait du 1er mai 1941 un jour chômé. C'est la fête du travail et de la concorde sociale. Et tout est dans la deuxième partie du nom de cette nouvelle fête, la concorde sociale. Ça veut dire fini les revendications. Ce jour-là, on prend du bon temps. Comme l'écrit le préfet de l'Aude dans un courrier du 28 avril 1941, les événements du 1er mai ne comporteront aucun défilé. Il ajoute, je cite, « On a parlé de revendications. Il faut absolument proscrire et le mot et l'esprit. » Il explique que ce jour-là, on ne pourra faire que des vœux. En un mot, on se repose et on est content, circuler, il n'y a rien à voir, à part le discours du maréchal Pétain, bien sûr, et les événements officiels pour distraire le bon peuple. Les syndicats qui organisent les manifestations du 1er mai jusque-là sont invités à se faire oublier. Voilà, le 1er mai, c'est maintenant une fête davantage destinée aux jeunes. Le Secours national organise des jeux, on s'offre du muguet. Les vidéos de propagande de l'époque sont idylliques. On en oublierait la guerre. Ceux qui restent à la maison en ce jour de concorde peuvent écouter la radio nationale surnommée Radio Vichy ou Radio Paris pour profiter des mots lénifiants du maréchal Pétain et chanter la Marseillaise. Ou Maréchal nous voilà. Nous voilà. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Arrive la libération, le général de Gaulle. La France retrouve sa souveraineté et la 4e République est proclamée. Le 1er mai, lui, reste un jour chômé. Dès 1947, on retrouve les grands défilés syndicaux, mais désormais, ils seront festifs, comme un syncrétisme entre le 1er mai en l'honneur du massacre de Chicago et le 1er mai joyeux de Vichy. Les choses n'ont pas beaucoup changé depuis. Vous savez maintenant pourquoi on ne travaille pas le 1er mai, pourquoi on s'offre du muguet, pourquoi les syndicats défilent et pourquoi, généralement, il n'y a pas de débordement ce jour-là. Quel drôle d'histoire, ce 1er mai. Assez contre-intuitif. C'est un vrai produit de l'histoire avec un grand H. Enfin, ce qui compte, c'est surtout de profiter de la journée en écoutant Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte et Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre appli favorite et tous les week-ends sur Europe 1 à 15h. À très vite.